Chapitre 4. La sécheresse du Nil. Le Caire, grand musée égyptien gisait date 2 août 2027. L'action. Le Caire, cette mégalopole tentaculaire, surpeuplée, suffocante de 22 millions d'âmes entassées dans une conurbation chaotique s'étendant sur des dizaines de kilomètres carrés le long de la vallée du Nil, ne respirait littéralement plus, asphyxiée, étranglée par une chaleur apocalyptique, démoniaque qui dépassait toutes les mesures enregistrées depuis que les Britanniques avaient installé les premières stations météorologiques modernes au XIXe siècle, durant leur protectorat colonial. La ville millénaire, plurimillénaire même si on remonte à Memphis et Héliopolis antique, cette cité légendaire qui avait vu défiler les pharaons de l'ancien empire, les conquérants perses, Alexandre le Grand et ses généraux ptolémaïques, les califes fatimides, les mamelouks ottomans, Napoléon Bonaparte et son expédition savante, les colons britanniques arrogants, habituellement une cacophonie perpétuelle, étourdissante, vibrante, pulsante de vie urbaine trépidante composée de millions de klaxons impatients, agressifs des taxis jaunes cabossés, des minibus bondés crachant leur fumée d'icelle noire, des carrioles tirées par des ânes squelettiques zigzagant entre les voitures, de millions de voix humaines criant, négociant, appelant, se disputant, riant dans les souks grouillant, les marchés populaires débordant sur les trottoirs défoncés, les terrasses des cafés enfumés où les hommes fumaient la chicha en commentant interminablement les matchs de football, et la politique semblait maintenant écrasée, comprimée, aplatie sous une chape invisible, mais physiquement tangible de plomb en fusion, de métal liquide surchauffé qui pesait sur les poumons, qui oppressait les poitrines, qui vidait l'air de son oxygène déjà raréfié par la pollution atmosphérique chronique, atteignant des niveaux toxiques dangereux pour la santé publique. Le thermomètre en mercure indiqué accroché au mur extérieur blanchi à la chaux d'une pharmacie de la rue Talat affichait obstinément, implacablement 48 degrés Celsius à l'ombre théorique, mais il n'y avait objectivement, concrètement plus d'ombre nulle part dans cette ville transformée en four géant, en fournaise babylonienne, en enfer dantesque à ciel ouvert. Le soleil impitoyable, cruel, assassin de midi tapait, frappait, martelait verticalement, perpendiculairement depuis le zénith astronomique, exact avec une violence, une intensité, une agressivité qui dépassait l'entendement humain, carbonisant littéralement tout ce qui osait s'exposer à ces rayons ultraviolets concentrés, faisant fondre l'asphalte ramolli des chaussées qui collaient aux semelles des rares piétons téméraires, suicidaires qui s'aventuraient encore dehors malgré les alertes sanitaires répétées diffusées par haut-parleurs municipaux, recommandant de rester absolument confinés à l'intérieur, faisant éclater les pare-brises des voitures garées en plein soleil, desséchant instantanément toute végétation non irriguée, tuant les palmiers centenaires des avenues haussmanniennes qui jaunissaient, brunissaient, mouraient debout faute d'eau pour alimenter leurs racines profondes, provoquant des dizaines de décès quotidiens par hyperthermie maligne, par déshydratation aiguë chez les personnes âgées, les nourrissons fragiles, les travailleurs journaliers obligés de continuer à œuvrer sous peine de perdre leur maigre salaire de survie dont les cadavres s'accumulaient dans les morgues municipales débordées, saturées, dépassées qui ne parvenaient plus à conserver les corps dans des chambres froides en panne faute d'électricité suffisante. À l'intérieur du grand musée égyptien flambant neuf, ce complexe architectural pharaonique ultramoderne de verre, d'acier, de béton armé inauguré en grande pompe il y a seulement 3 ans après des décennies de retard, de dépassements budgétaires scandaleux, de corruption endémique dans l'attribution des marchés publics, financés en partie par des prêts internationaux japonais et européens, qui plombaient encore davantage la dette extérieure colossale du pays, censé abriter les trésors inestimables de Toutankhamon dans des conditions de conservation optimales, climatisées, déshumidifiées. Myriam El Masri, 42 ans, docteur en égyptologie de l'Université du Caire, diplômée également de la Sorbonne où elle avait passé 5 années de thèse sous la direction du professeur Jean-Claude Golvin, conservatrice en chef éminente, respectée internationalement du département des manuscrits antiques et des papyrus rares, passa nerveusement, compulsivement un mouchoir en coton blanc déjà complètement trempé, imbibé, dégoulinant de transpiration salée sur sa nuque brûlante, moite, poisseuse où perlaient des gouttes grosses comme des perles qui roulaient le long de sa colonne vertébrale, sous son chemisier de lin beige léger collé à sa peau comme une seconde épiderme humide. Le système de climatisation centrale ultramoderne de dernière génération, cette installation sophistiquée importée d'Allemagne, par la firme Siemens capable théoriquement de maintenir une température constante de 20 degrés Celsius et un taux d'hygrométrie stable de 45% dans l'ensemble des 80 000 m² d'espace d'exposition et de réserve, climatisés pour préserver les artefacts millénaires fragiles sensibles à la chaleur et à l'humidité, fierté technologique vantée lors de l'inauguration fastueuse 3 ans plus tôt en présence du président égyptien entouré de dizaines de chefs d'État africains et arabes, d'ambassadeurs occidentaux, de journalistes internationaux venus immortaliser cet événement culturel majeur censé symboliser la Renaissance, le renouveau de l'Égypte moderne ancré dans son glorieux passé pharaonique, était complètement, totalement à l'arrêt depuis maintenant 6 heures interminables, étouffantes. Dès le stage électrique programmé secteur 4, durée indéterminée, décision Ministry of Electricity and Renewable Energy avait annoncé laconiquement, bureaucratiquement,
sans la moindre excuse, sans la moindre explication détaillée par SMS automatisé. La Egyptian Electricity Holding Company, cette compagnie d'électricité publique aux infrastructures vieillissantes, obsolètes, sous-dimensionnées, incapable de répondre à la demande explosive d'une population qui avait doublé en 30 ans et dont les centrales thermiques, au gaz naturel et au mazout fonctionnaient déjà à capacité maximale 24 heures sur 24, sans interruption depuis des mois, menaçant à tout moment de s'effondrer complètement. Pour tenter désespérément de sauver le réseau national électrique au bord de l'effondrement systémique total, de la panne généralisée catastrophique qui plongerait 110 millions d'Égyptiens dans le noir absolu, paralysant l'économie entière, déclenchant probablement des émeutes sanglantes de la faim et de la soif dans les quartiers populaires surpeuplés où gronde depuis des années une colère sociale explosive jamais vraiment éteinte depuis le printemps arabe de 2011. Les technocrates anonymes, invisibles du ministère de l'Énergie retranchés dans leurs bureaux climatisés alimentés par générateurs de secours diesel sacrifiaient cyniquement, froidement le confort climatique des momies millénaires, des papyrus fragiles, des trésors archéologiques inestimables exposés dans les musées pour maintenir en priorité l'alimentation électrique des hôpitaux militaires, des casernes de l'armée, des bâtiments gouvernementaux, des quartiers résidentiels huppés de Zamalek et de Mahdi, où habitaient les élites, les ministres, les généraux, les hommes d'affaires fortunés. Myriam, vêtue d'une longue jupe ample en coton écru et d'un chemisier à manches longues malgré la chaleur étouffante, car elle respectait scrupuleusement les codes vestimentaires conservateurs de décence féminine, attendus même dans un environnement professionnel laïque, comme le musée national, son hijab couleur crème enroulé autour de sa tête retenu par des épingles discrètes, couvrant ses cheveux noirs, ondulés qu'elle ne découvrait jamais en public depuis son adolescence conformément aux valeurs religieuses transmises par sa mère pieuse originaire d'Assiout en Haute-Égypte, retint difficilement un soupir profond, prolongé d'exaspération impuissante, de frustration professionnelle face à cette situation catastrophique qu'elle ne pouvait absolument pas contrôler malgré son statut, son autorité administrative théorique, ses diplômes prestigieux qui ne servaient strictement à rien face aux réalités brutales, matérielles des défaillances infrastructurelles systémiques d'un pays du tiers-monde déguisé en puissance régionale. L'air stagnant, immobile, épais, irrespirable à l'intérieur des galeries d'exposition désertées par les rares touristes étrangers qui avaient fui le pays dès les premières alertes canicules était lourd, saturé, chargé d'une odeur composite dérangeante, écurante de poussière antique millénaire, soulevé des sarcophages, des bandelettes de momies, des papyrus fragiles qui se désagrégeaient lentement sous l'effet de la chaleur excessive et de l'humidité incontrôlée mêlée à l'odeur âcre, organique, animale de sueur humaine contemporaine sécrétée par les gardiens de sécurité épuisés en uniforme synthétique bleu marine, qui continuaient stoïquement leur ronde dans les salles surchauffées malgré les risques sanitaires, par les quelques employés administratifs restés à leur poste, par conscience professionnelle ou par peur de représailles hiérarchiques, s'ils abandonnaient leurs fonctions. Elle s'approcha lentement, prudemment avec des gestes mesurés d'économie d'énergie pour ne pas accélérer sa transpiration déjà abondante de l'immense baie vitrée, panoramique de 10 mètres de large, sur 4 de haut du 3e étage administratif réservé au bureau des conservateurs seniors, cette surface transparente en verre feuilleté blindée anti-effraction traitée anti-UV, qui offrait normalement en temps ordinaire une vue spectaculaire, imprenable, saisissante, photographiée par tous les visiteurs sur le plateau mythique, légendaire de Gizeh, où se dressaient depuis 46 siècles les 3 grandes pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos, ces montagnes artificielles de calcaire et de granit rose, construites par des centaines de milliers d'ouvriers durant des décennies pour abriter éternellement les dépouilles sacrées des pharaons divinisés, et plus loin vers l'est, au-delà de la banlieue tentaculaire qui s'était développée anarchiquement, cancéreusement sur les terres agricoles fertiles, sur le fleuve nourricier vital, éternel, sacré, divin qui avait permis l'émergence de la civilisation pharaonique, il y a 5000 ans, ce qu'elle vit en se penchant vers la vitre brûlante, surchauffée par le rayonnement solaire direct qui transformait la surface en plaque chauffante, lui serra physiquement, douloureusement le sciure dans sa cage thoracique plus violemment, plus brutalement que la chaleur écrasante, provoquant une angoisse existentielle, une détresse émotionnelle profonde qui lui monta aux yeux sous forme de larmes salées qu'elle refoula immédiatement par fierté, par dignité professionnelle. Le Nil majestueux, mythique, le dieu Hapi personnifié dans la mythologie pharaonique sous les traits d'un homme bedonnant au sein tombant symbolisant la fertilité et l'abondance portant sur sa tête des papyrus et des lotus offrant rituellement des plateaux chargés de poissons, de volatiles, de fruits au pharaon divin, l'artère vitale absolue, irremplaçable de l'Égypte depuis la nuit des temps préhistoriques, le fleuve le plus long d'Afrique avec ses 6650 km serpentant depuis les sources équatoriales du lac Victoria en Ouganda jusqu'au delta méditerranéen, celui qui avait nourri 150 générations successives d'Égyptiens, grâce à ses crues annuelles régulières, prévisibles, bienfaisantes, déposant le limon noir fertile, qui enrichissait les terres agricoles de la vallée permettant 3 récoltes annuelles dans un climat désertique par ailleurs totalement stérile, celui dont Hérodote écrivait il y a 25 siècles que l'Égypte est un don du Nil,
n'était maintenant plus qu'un filet misérable, pathétique, agonisant d'eau stagnante, croupissante, verdâtre maladive couverte d'algues toxiques proliférant dans l'eau surchauffée, d'ordures flottantes, de nappes huileuses irisées serpentant péniblement laborieusement au milieu d'un lit fluvial démesuré, disproportionné de boues craquelées, fendillées, desséchées, durcies par le soleil impitoyable large de plusieurs centaines de mètres par endroits qui révélaient des vestiges archéologiques engloutis depuis des siècles, des épaves de bateaux antiques, des statues pharaoniques renversées, des fondations de temples oubliés, des épaves rouillées de felouques traditionnelles, ces élégantes voiles triangulaires latines blanches qui transportaient jadis les touristes romantiques pour des croisières au coucher du soleil le long des rives verdoyantes plantées de palmiers et de bananiers, gisaient maintenant tristement, pathétiquement sur le flanc dans la vase puante comme des squelettes blanchis de baleines préhistoriques échoués sur le sable d'une plage post-apocalyptique, leurs mâts brisés, leurs coques éventrées exposées au soleil destructeur. Abandonnés par leurs propriétaires ruinés. On pouvait littéralement traverser le fleuve sacré à pied sec à certains endroits sans se mouiller au-dessus des chevilles, marchant sur les bancs de sable et les rochers affleurant normalement submergés sous plusieurs mètres d'eau courante, phénomène inimaginable, impossible, blasphématoire qui n'avait jamais été observé, documenté, enregistré dans toute l'histoire écrite, pharaonique, gréco-romaine, copte, arabe de l'Égypte couvrant 5 millénaires continus. Jamais vu ça de toute ma carrière professionnelle, murmura-t-elle pour elle-même d'une voix tremblante, étranglée, cassée par l'émotion, l'incrédulité, l'horreur existentielle de ce qu'elle contemplait, parlant à voix basse dans le silence oppressant du bureau vide où elle se trouvait seule. Même dans les textes apocalyptiques, catastrophistes de la première période intermédiaire rédigée vers 250 avant notre ère, qui décrivait l'effondrement de l'ancien 20 mm de précipitations annuelles. Le niveau hydrique était descendu si dramatiquement, si catastrophiquement bas, que les pompes électriques de captage municipal installées sur les berges bétonnées pour alimenter le réseau de distribution d'eau potable du Grand Air n'aspiraient plus maintenant que de la vase liquide brunâtre, infecte, toxique chargée de métaux lourds, de pesticides agricoles, de résidus industriels, d'eaux usées non traitées, de bactéries pathogènes, de parasites intestinaux provoquant des épidémies explosives de choléra, de typhoïde, de dysenterie amibienne dans les quartiers populaires défavorisés, dépourvus d'accès à l'eau minérale en bouteilles que seules les classes moyennes et supérieures pouvaient s'offrir à prix d'or sur le marché noir spéculatif. Le Caire entier, cette métropole monstrueuse de 22 millions d'habitants mourait littéralement, concrètement de soif collective, d'asphyxie hydrique, et le silence anormal, inquiétant, menaçant qui pesait maintenant sur la ville jadis bruyante, vivante, grouillante, n'était absolument pas celui du sommeil paisible de la sieste traditionnelle de l'après-midi, mais celui beaucoup plus sinistre, dangereux, explosif de l'attente collective tendue, anxieuse avant l'inévitable explosion sociale violente, avant les émeutes sanglantes de la soif et de la faim, avant le pillage généralisé des supermarchés et des entrepôts alimentaires, avant l'effondrement final de l'ordre public quand les policiers eux-mêmes affamés, assoiffés abandonneraient leur poste pour s'occuper de leur propre famille agonisante. Mais rien se détourna lentement, difficilement de la vitre brûlante, incandescente qui lui cuisait presque la peau du visage tant elle irradiait la chaleur accumulée, incapable de supporter plus longtemps ce spectacle apocalyptique, déprimant, terrifying qui détruisait son âme, son identité profonde d'égyptienne, dont toute la civilisation, toute la culture, toute l'histoire millénaire reposait entièrement sur ce fleuve maintenant mourant. Elle ne pouvait objectivement, concrètement rien faire pour le fleuve agonisant malgré toute sa science, tous ses diplômes, toute son expertise académique internationale en civilisation pharaonique. Elle n'était pas hydrologue, ni climatologue, ni ingénieure hydraulicienne, capable de résoudre cette crise environnementale cataclysmique dépassant largement les frontières égyptiennes, impliquant les barrages éthiopiens en amont, le réchauffement climatique global, les sécheresses sahéliennes records. Sa mission professionnelle limitée, modeste, concrète était simplement de protéger, de préserver, de sauvegarder ce qui avait miraculeusement survécu aux innombrables cataclysmes passés invasions, pillages, tremblements de terre, inondations, incendies, guerres, révolutions durant 5 millénaires tumultueux d'histoire humaine continue. Elle se retourna résolument vers la porte métallique sécurisée blindée menant aux réserves climatisées souterraines, espérant désespérément, naïvement y trouver encore un peu de fraîcheur résiduelle souterraine naturelle, quelques degrés de moins grâce à l'inertie thermique protectrice des mètres de béton armé et de terre compactée qui isolaient les sous-sols des températures infernales de la surface. La découverte, les réserves souterraines climatisées du Grand Musée égyptien, cet immense labyrinthe tentaculaire de couloirs bétonnés s'étendant sur 3 niveaux successifs creusés 15 mètres sous la surface du plateau de Gizeh, aménagé selon les normes internationales les plus strictes de conservation préventive établies par l'ICOM International Council of Museums et l'UNESCO pour abriter les dizaines de milliers d'artefacts, de manuscrits fragiles, de papyrus précieux, de stèles gravées, d'objets rituels, de mobilier funéraire qui ne pouvaient être exposés faute de place dans les galeries publiques,
mais devait néanmoins être préservé dans des conditions optimales contrôlées de température stable entre 18 et 22 degrés Celsius et d'hygrométrie constante autour de 45% pour éviter la dégradation accélérée des matériaux organiques millénaires papyrus textile, bois, cuir, résine particulièrement vulnérable aux variations thermiques brutales et à l'humidité excessive qui favorise la prolifération des moisissures destructrices, des champignons lignivores, des insectes xylophages dévoreurs de cellulose, baignés maintenant dans une obscurité sépulcrale, totale, absolue, oppressante depuis que les générateurs de secours diesel, censés prendre automatiquement le relais en cas de coupure secteur, avaient eux aussi rendu l'âme après 6 heures de fonctionnement continu intensif dépassant leur capacité nominale, vidant leur réservoir carburant que personne n'avait pensé à remplir préventivement, leur moteur surchauffé s'arrêtant dans un râle mécanique terminal, plongeant instantanément les 3 niveaux souterrains dans une nuit artificielle, primordiale, préhistorique, claustrophobique, qui n'était troublée par aucune lumière résiduelle, aucun voyant l'aide de secours, aucune issue de secours phosphorescente, réglementaire car même ces systèmes passifs de sécurité incendie avaient cessé de fonctionner faute de maintenance régulière, dans un pays où les normes de sécurité restaient théoriques, où les inspections officielles se résumaient à des rapports falsifiés moyennant bakchich discret. Seul le faisceau tremblant, vacillant, étroit, concentré de la lampe torche LED rechargeable de marque chinoise bon marché que Myriam avait dû la présence d'esprit, l'intuition professionnelle salvatrice de garder constamment dans son sac à main en prévision des coupures électriques devenues quotidiennes, routinières ces derniers mois perçait faiblement, insuffisamment les ténèbres épaisses, presque tangibles, physiquement oppressantes, faisant danser nerveusement des ombres inquiétantes, menaçantes, fantomatiques, mouvantes sur les rangées apparemment infinies, interminables, s'étendant sur des centaines de mètres linéaires d'étagères métalliques industrielles grises montées sur rails coulissants compactables pour optimiser l'espace de stockage précieux, chargé de milliers de boîtes d'archives, en carton neutre sans acide, de conteneurs hermétiques en plastique transparent, de tubes cylindriques protégeant les papyrus enroulés, de caisses en bois de différentes tailles empilées les unes sur les autres, selon un système de classification numérique théoriquement logique, mais pratiquement incompréhensible pour quiconque n'avait pas passé des années à travailler dans ces réserves kafkaïennes. Ici, dans ces profondeurs souterraines isolées thermiquement, par plusieurs mètres de béton armé, de terre compactée, de couches d'isolation en polystyrène extrudé haute densité, protégées de l'enfer surchauffé de la surface par l'inertie thermique considérable de cette masse minérale gigantesque, il faisait encore miraculeusement, providentiellement 25 degrés Celsius, approximativement selon le thermomètre analogique accroché au mur que Myriam éclaira brièvement avec sa torche, soit 23 degrés de moins que l'atmosphère extérieure cauchemardesque. Une différence qui aurait dû apporter un soulagement bienvenu, une sensation rafraîchissante, après l'épreuve de la chaleur écrasante des étages supérieurs, mais qui dans l'obscurité totale, dans le silence sépulcral à peine troublé par les craquements occasionnels des structures métalliques, se dilatant, dans l'isolement complet coupé du monde vivant de la surface créait paradoxalement une atmosphère encore plus oppressante, angoissante, presque tombale qui évoquait irrésistiblement les chambres funéraires des pyramides voisines, les hypogées de la vallée des rois, où les archéologues pionniers du XIXe siècle s'aventuraient à la lueur tremblante des bougies en cire d'abeille, mais rien cherchait méthodiquement, consciencieusement avec des gestes professionnels automatiques forgés par 2 décennies passées dans ces réserves obscures des inventaires manuscrits détaillés des années 50 rédigés à la plume par les conservateurs britanniques de l'époque coloniale tardive qui documentaient minutieusement chaque objet avec une précision maniaque typiquement victorienne pour occuper son esprit tourmenté, anxieux pour échapper mentalement à l'angoisse existentielle provoquée par la vision apocalyptique du Nil asséché, pour se concentrer sur quelque chose de concret, de tangible, de contrôlable dans un monde qui semblait basculer dans le chaos anthropique, mais son pied droit chaussé d'une sandale en cuir plate heurta soudainement, violemment, douloureusement une caisse volumineuse, lourde en bois massif de cèdre du Liban aromatique aux planches épaisses assemblées avec des clous forgés à la main oxydés par les décennies, glissée malencontreusement, inexplicablement derrière une imposante armoire, ignifugée métallique grisâtre de 2,50 m utilisée normalement pour stocker les manuscrits les plus précieux, les papyrus magiques, les textes funéraires rares dans des conditions de sécurité maximale contre le vol et l'incendie. La caisse oblongue de dimensions inhabituelles, environ 1,20 m de long sur 40 cm de large et 30 de profondeur, ne portait aucun code-barre moderne adhésif, aucune étiquette informatisée imprimée par les systèmes de gestion électronique des collections GCLD, gestion des collections et de la documentation mise en place lors de la réorganisation administrative de 2019, juste une étiquette rectangulaire jaunâtre, brunâtre par le temps écoulé, cornée, déchirée sur les bords, écrite à la main à l'encre noire ferrique permanente, maintenant délavée tirant sur le brun sépia, avec une plume sergent-major à pointe métallique dans cette calligraphie anglaise élégante, soignée, penchée caractéristique des années 30 coloniales, excavation monastère copte Wadi Natroun,
Campagne 1934. Non classé, pending expert examination. Poussé par une curiosité professionnelle irrépressible, viscérale qui l'emporta facilement sur sa fatigue physique extrême, sur son épuisement émotionnel, sur la prudence élémentaire qui aurait dû lui conseiller de remonter rapidement à la surface avant que l'obscurité complète et l'isolement ne deviennent dangereux si la batterie de sa lampe torche s'épuisait, la laissant piéger dans le noir absolu des profondeurs souterraines, sans aucun moyen de s'orienter dans le dédale des couloirs identiques. Elle s'agenouilla péniblement sur le sol en béton poussiéreux, posant sa torche en équilibre instable sur une étagère basse pour libérer ses deux mains, et fit sauter avec difficulté le loquet oxydé, grippé, corrodé par 90 années d'humidité résiduelle, avec son couteau suisse rouge Victorinox, multifonction hérité de son père défunt, forçant la lame entre le bois gonflé et le fermoir métallique rouillé, faisant levier jusqu'à ce que le mécanisme cède dans un grincement sec inquiétant. À l'intérieur de la caisse tapissée de copeaux de bois de cèdre desséchés, friable qui dégageait encore faiblement après presque un siècle, cette odeur résineuse, balsamique caractéristique du Levant, enveloppée soigneusement, méticuleusement dans plusieurs couches, superposées de lin grossier brun écru tissé artisanalement, ce textile rustique que les paysans égyptiens fabriquaient depuis l'Antiquité pharaonique, avec les fibres du lin cultivé dans le delta fertile, maintenues en place par des ficelles en chanvre nouées, qui se désagrégeaient au toucher, reposait un rouleau cylindrique de papyrus manifestement ancien, authentique à en juger par la couleur miel foncé, brun drap caractéristique du support végétal vieilli, par les bords irréguliers déchiquetés, par les taches d'humidité révélatrices qui formaient des auréoles sombres sur les fibres entrelacées perpendiculairement. Elle enfila rituellement précautionneusement ses gants réglementaires de manipulation en coton blanc fin immaculé qu'elle gardait toujours dans la poche de sa jupe, ces gants obligatoires prescrits par tous les protocoles internationaux de conservation préventive pour éviter le contact direct des huiles cutanées, des acides sécrétés naturellement par la peau humaine, des bactéries dermiques avec les matériaux organiques fragiles millénaires, et déroula infiniment délicatement, millimètre par millimètre avec une lenteur extrême, une patience professionnelle infinie le document archéologique précieux sur une table métallique basse de tri et d'examen normalement utilisée pour l'inventaire des petits objets, écartant doucement les plis rigidifiés par le temps, aplatissant avec précaution les bords qui avaient tendance à se recourber élastiquement. Ce n'étaient manifestement, indubitablement pas des hiéroglyphes pharaoniques classiques gravés ou peints ces pictogrammes élégants, stylisés représentant des oiseaux, des serpents, des yeux ou jattes, des scarabées, des plumes, des cartouches royaux qu'elle identifiait instantanément après 2 décennies passées à les déchiffrer quotidiennement. C'était du copte ancien, cette langue de transition cruciale, fascinante entre l'Égypte pharaonique polythéiste agonisante et l'ère chrétienne monothéiste triomphante des premiers siècles de notre ère. Ce dernier stade évolutif de la langue égyptienne millénaire écrite avec des caractères empruntés à l'alphabet grec auquel on avait ajouté 7 signes démotiques supplémentaires pour transcrire les sons phonétiques spécifiquement égyptiens inexistants en grec, utilisés principalement par les communautés chrétiennes coptes monastiques qui s'étaient retirées dans les déserts de Haute-Égypte, dans les monastères isolés du Wadi Natron à l'ouest du delta pour fuir les persécutions romaines païennes, puis les conquêtes arabes islamiques. Myriam, qui avait consacré sa thèse doctorale soutenue brillamment à la Sorbonne il y a 15 ans sous la direction éclairée du professeur émérite Jean-Claude Goyon à la littérature gnostique copte des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ, au texte hétérodoxe découvert à Nag Hammadi en 1945 qui bouleversait la compréhension conventionnelle du christianisme primitif, aux évangiles apocryphes de Thomas, de Philippe, de Marie-Madeleine rejetés comme hérétiques par l'orthodoxie nicéenne, mais préservés miraculeusement dans des jarres enterrés dans le désert égyptien, maîtrisait parfaitement cette langue morte complexe, exigeante que seule une poignée d'égyptologues spécialisés dans le monde pouvaient encore lire couramment, commença à déchiffrer lentement, méthodiquement le texte énigmatique à voix basse dans le silence oppressant des réserves souterraines, murmurant les mots coptes avant de les traduire mentalement en arabe puis en français, sa voix résonnant étrangement dans l'obscurité comme une incantation magique involontaire réveillant des secrets s'endormis. Et en l'année mystérieuse du double lef, lut-elle d'une voix hésitante, incertaine, fronçant profondément ses sourcils élégamment arqués épilés au fil dans un geste de perplexité intellectuelle intense. Son cœur accéléra brusquement, vialement son rythme passant instantanément de 70 pulsations par minute au repos à plus de 120 battements précipités, irréguliers, sa poitrine se soulevant rapidement sous son chemisier humide de transpiration. Cette expression double LF était extraordinairement, incompréhensiblement étrange, anachronique, dérangeante dans un texte copte chrétien du 3e ou 4e siècle. Aleph était la première lettre de l'alphabet hébreu, certes utilisée dans la tradition kabbalistique juive médiévale pour désigner l'infini, l'ineffable, mais sa présence doublée dans un manuscrit chrétien égyptien aussi ancien n'avait aucun sens contextuel logique, aucune justification théologique conventionnelle. Le texte mystérieux ne parlait absolument pas de théologie dogmatique orthodoxe, de christologie trinitaire, de sotériologie rédemptrice, d'ecclésiologie hiérarchique, de morale ascétique monastique,
comme on aurait pu légitimement s'y attendre dans un document provenant d'un monastère copte du Wadi Natroun, célèbre pour ses scriptoria produisant des copies de textes liturgiques, de vie de saints, d'homélies patristiques. Il décrivait avec une précision troublante, clinique, presque journalistique une vision prophétique, apocalyptique, eschatologique d'événements futurs. Le grand serpent d'eau immortel se retira lentement dans sa tanière souterraine profonde, abandonnant, laissant derrière lui sa peau desséchée, craquelée exposée au soleil impitoyable de l'été éternel, continua-t-elle à déchiffrer avec une difficulté croissante, tant l'écriture devenait minuscule, serrée, tremblante vers la fin du rouleau comme si le scribe avait été pressé, affolé, terrifié par ce qu'il transcrivait. Les poissons sacrés du fleuve divin mourront asphyxiés sur la terre, craquelée qui était jadis leur royaume liquide. Alors le ventre fertile du fleuve nourricier deviendra dur, stérile comme la pierre du désert, mais rien s'arrêta brutalement sa lecture, la gorge subitement sèche, contractée, nouée par une angoisse existentielle grandissante qui montait irrésistiblement du plexus solaire, empêchant presque la déglutition. Elle relut compulsivement, obsessionnellement la phrase suivante, avec ses yeux écarquillés d'horreur incrédule, ses pupilles dilatées par l'obscurité ambiante et l'adrénaline pure qui inondait son système sanguin, et le sang liquide qui circulait dans ses veines et artères sembla littéralement se glacer, se solidifier, se transformer en glace dans ses vaisseaux sanguins malgré la chaleur ambiante encore élevée. Et le lit asséché du fleuve millénaire deviendra la route pavée, l'autoroute militaire préparée providentiellement pour les rois conquérants du nord descendant des montagnes lointaines, poursuivit-elle d'une voix tremblante, cassée, à peine audible qui se brisa plusieurs fois sur certains mots. Leurs chars de fer terrifiants tirés par des chevaux mécaniques ne connaîtront pas l'obstacle ralentisseur de l'eau courante profonde, et ils monteront rapidement, inexorablement vers la montagne sainte orientale sans se mouiller les pieds, sans tremper leurs roues dans le fleuve sacré qui ne coule plus. Elle lâcha involontairement, instinctivement le papyrus ancien comme si le support végétal millénaire l'avait soudainement brûlé physiquement, chimiquement, électriquement au 3e degré, le document précieux retombant mollement sur la table métallique dans un froissement sec, inquiétant de fibres fragiles, menaçant de se déchirer irrémédiablement. Elle revit mentalement avec une clarté photographique, hallucinatoire absolue l'image cauchemardesque, apocalyptique d'une île dramatiquement asséchée, agonisant qu'elle contemplait horrifiée quelques minutes auparavant depuis la baie vitrée surchauffée du 3e étage, ce fleuve mythique réduit à un filet misérable serpentant pathétiquement au milieu d'un lit démesuré de boue craquelée exposant des centaines de mètres de largeur de terrain normalement submergé. Ce n'était manifestement évidemment pas seulement une catastrophe climatique naturelle, une simple sécheresse extrême record provoquée par le réchauffement global anthropique, par les barrages éthiopiens construits en amont sur le Nil bleu qui retenait l'eau vitale, par les variations cycliques des moussons équatoriales qui alimentaient les sources ougandaises. Non, c'était quelque chose d'infiniment plus sinistre, plus délibéré, plus stratégique, plus géopolitique dans ses implications terrifiantes. C'était une autoroute militaire naturelle providentielle qui venait d'ouvrir miraculeusement, opportunément ses voies praticables, carrossables aux cures géographiques stratégiques de l'Afrique du Nord, permettant aux armées mécanisées modernes équipées de chars d'assaut lourds, de véhicules blindés de transport de troupes, de camions logistiques de traversée des temps ouest ou du nord au sud sans aucun obstacle naturel majeur, ce qui avait constitué depuis 5 millénaires la frontière défensive naturelle, le fossé infranchissable protecteur de l'Égypte contre les invasions terrestres venues du désert libyen occidental. Les rois du Nord mentionnés prophétiquement dans ce texte copte vieux de 17e siècle. L'Algérie du général Saïdi, les divisions blindées équipées de T-14 Armata russes, le corridor punique, l'invasion programmée, tous connectés dans un vertige cosmique terrifiant. L'émeute mérien remonta précipitamment, fébrile mais des archives souterraines plongées dans l'obscurité totale, le papyrus prophétique ancien serré frénétiquement, convulsivement contre sa poitrine palpitante comme un talisman dérisoire, pathétique, impuissant contre les catastrophes qui se déchaînaient, l'enroulant maladroitement dans son châle de coton pour le protéger de la transpiration qui trempait son chemisier, de l'humidité ambiante qui aurait pu endommager irréversiblement les fibres végétales millénaires fragiles, gravissant rapidement les escaliers de service en béton brut éclairés uniquement par les puits de lumière naturelle zénitale, filtrant faiblement à travers les grilles métalliques du plafond, s'accrochant à la rampe métallique brûlante pour ne pas trébucher dans sa hâte compulsive de remonter à la surface, de rejoindre le monde des vivants, de comprendre ce qui se passait à l'extérieur du musée isolé, coupé de la réalité urbaine environnante. À mesure qu'elle gravissait péniblement, haletant les marches successives vers le hall principal monumental du rez-de-chaussée, ses mollets douloureux protestant contre l'effort physique inhabituel pour cet intellectuel sédentaire habitué à passer ses journées assise devant des manuscrits sous lampe spécialisée, le silence feutré, cotonneux, artificiel, presque sépulcral du musée climatisé hermétiquement clos, isolé acoustiquement du tumulte extérieur par ses épaisses parois de béton armé, ses triples vitrages laminés, ses portes d'entrée blindées à fermeture hermétique s'effrita progressivement, inexorablement,
se désagrégeant comme du papier de soie détrempé, remplacé graduellement par une vibration grave, basse, sourde, continue, régulière, pulsante comme un battement cardiaque gigantesque, tellurique qui faisait physiquement, mesurable nez tremblé, osciller, vibrer sympathiquement les immenses vitrines d'exposition en verre blindé multicouches de 15 mm d'épaisseur contenant les trésors inestimables diadèmes en or massif, colliers de pierres semi-précieuses, statuettes en albâtre, amulettes funéraires en lapis-lazuli, scarabées sculptés produisant un tintement cristallin inquiétant, discontinu de verre résonnant contre verre qui évoquait irrésistiblement le bruit précurseur des tremblements de terre que les carottes connaissaient bien pour avoir vécu le séisme dévastateur de 1992, qui avait tué 550 personnes et détruit des milliers de bâtiments vétustes dans les quartiers populaires densément peuplés. Ce n'était manifestement, indubitablement pas le bruit familier, reconnaissable du trafic automobile urbain normal, cette cacophonie continue, assourdissante de millions de moteurs diesel vrombissants, de klaxons impatients résonnant en écho dans les canyons urbains, de pots d'échappement pétaradants que tout Kairos entend du réveil au coucher comme la bande-son permanente, inévitable, omniprésente de la vie métropolitaine moderne. Il n'y avait manifestement plus de voitures circulant dans les rues environnantes selon ce que Mérien pouvait déduire de l'absence totale du fond sonore habituel de circulation automobile. C'était quelque chose de profondément différent, de primitif, d'organique, d'animal, de viscéralement terrifiant dans sa puissance brute, non technologique. C'était le son grave, tellurique, apocalyptique d'une bête immense, colossale, démesurée qui grondait furieusement dans les profondeurs, qui rugissait sa colère millénaire refoulée, qui hurlait sa souffrance existentielle intolérable. La voix collective amplifiée du peuple égyptien opprimé, affamé, assoiffé, désespéré parvenu au point de rupture finale au-delà duquel il n'existe plus aucune inhibition sociale, aucune peur de la répression policière, aucun respect de l'ordre établi, seulement la fureur primitive de survie. Elle se rua frénétiquement, paniquée vers l'entrée principale monumentale du musée, cette façade imposante, grandiose de granit rose d'Assouan et de verre arécatuclal conçu par le cabinet d'architectes irlandais Enegan Peng pour impressionner, intimider les visiteurs internationaux dès leur arrivée, traversant en courant le hall central gigantesque, haut de 25 mètres où trônait majestueusement au centre la statue colossale de Ramsès II, debout les bras croisés sur la poitrine tenant les sceptres royaux, ses sandales claquant bruyamment sur le dallage en marbre blanc de Carrare importé d'Italie, bousculant involontairement au passage un gardien de sécurité médusé, stupéfait qui tentait vainement de la retenir en criant des avertissements incompréhensibles qu'elle ignora complètement. À travers les immenses parois de verre transparent, laminées, anti-effraction de 6 mètres de haut qui constituaient toute la façade sud du musée offrant normalement une vue panoramique spectaculaire photographiée par tous les touristes sur les pyramides illuminées de Gizeh à l'horizon occidental, le spectacle qui s'offrait maintenant à ses yeux écarquillés, incrédules, horrifiés, était proprement apocalyptique, biblique, dantesque dans sa démesure terrifiante, quelque chose qui aurait pu être peint par Jérôme Bosch ou Pieter Bruegel l'Ancien dans leur représentation cauchemardesque de l'enfer et du jugement dernier. L'esplanade dégagée devant le musée, cette vaste place publique pavée de granit s'étendant sur plusieurs hectares, habituellement ordonnée, propre contrôlée, quadrillée par des jardinières géométriques, des fontaines décoratives maintenant à sec, des bancs publics en métal, des lampadaires design, patrouillés en permanence par des agents de la sécurité touristique armés de fusils automatiques, Kalachnikov pour assurer les visiteurs occidentaux paranoïaques, étaient maintenant littéralement, totalement noirs de monde, sombres comme une marée de pétrole s'étendant, une mer humaine compacte, dense, grouillante, pulsante s'étendant à perte de vue dans toutes les directions visibles, bloquant complètement l'autoroute du désert à 6 voies qui reliait normalement le Caire au plateau de Gizeh transportant des dizaines de milliers de véhicules quotidiennement. Des centaines de milliers de personnes, peut-être 300 000, peut-être 500 000, impossible d'estimer précisément tant la foule était massive, compacte, débordant largement au-delà du champ de vision limité offert par les baies vitrées sommes en galabéas blanches traditionnelles, sales, déchirées, femmes voilées de noir portant des nourrissons affamés hurlant dans leurs bras squelettiques, adolescents torse nu au visage recouvert de kéfis improvisés contre la poussière et les gaz, vieillards courbés s'appuyant sur des cannes artisanales, enfants juchés sur les épaules paternelles pour mieux voir, tous unis dans une détresse collective existentielle absolue se pressaient, s'écrasaient, se comprimaient les uns contre les autres, dans une densité physique dangereuse qui aurait pu à tout moment provoquer une bousculade mortelle, un mouvement de panique tuant par piétinement des dizaines de personnes, comme cela s'était produit tragiquement lors de précédentes manifestations massives. Il n'avait manifestement, visiblement pas de pancarte politique professionnellement imprimée, pas de banderole syndicale anti-su peint avec des slogans idéologiques élaborés, pas de drapeau de parti d'opposition brandi fièrement comme lors des manifestations organisées du printemps arabe en 2011, place Tahrir qui avait renversé Moubarak après 30 ans de dictature. Il ne scandait pas rythmiquement le nom d'un leader charismatique populiste, d'un parti politique structuré offrant un programme alternatif cohérent,
d'une idéologie mobilisatrice prometteuse de lendemains meilleurs comme le faisaient les foules révolutionnaires traditionnelles encadrées par des militants formés à l'agitation de masse, un seul mot primitif, élémentaire, primordial, universel, compréhensible dans toutes les langues humaines, exprimant le besoin biologique le plus fondamental de l'existence, hurlé désespérément, rauquement par 100 000, 200 000 gorges desséchées, craquelées, assoiffées, douloureuses rythmées martelaient l'air brûlant, saturé de poussière en suspension en une litanie hypnotique, obsessionnelle, lancinante qui résonnait contre les façades des immeubles, environnant en échos multiples amplifiés. El Moya, El Moya, El Moya, de l'eau, de l'eau, de l'eau, scandait-il en arabe dialectal égyptien dans un rythme binaire primitif, tribal tambourinant du pied contre le sol, frappant des mains en cadence, créant une percussion collective assourdissante qui faisait trembler les vitres du musée. Face à cette marée humaine déferlante, menaçante, incontrôlable comptant des centaines de milliers d'individus poussés au désespoir absolu par la soif, la faim, la chaleur insoutenable, un cordon dérisoire, pathétique, ridiculement policier anti-émeute de la police centrale de sécurité. Peut-être 200 hommes tout au plus alignés en formation serrée bouclier contre bouclier, engoncés inconfortablement dans leurs armures corporelles lourdes en kevlar noir absorbant la chaleur solaire, leurs casques intégraux à visière plexiglas opaque dissimulant leurs visages déshumanisés, leurs boucliers rectangulaires transparents en polycarbonate, résistance levée défensivement, leurs matraques télescopiques en acier pendant à leur ceinture tactique, leurs lanceurs de grenades lacrymogènes tenus nerveusement à deux mains semblaient complètement dérisoires, tragiquement inadéquates, militairement insuffisants, une fine digue fragile de papier mâché prête inévitablement à céder, à s'effondrer, à être submergée, balayée sous la pression hydraulique irrésistible de l'océan humain furieux qui grondait, qui enflait, qui montait inexorablement comme une marée équinoctiale géante. Soudain brutalement, sans avertissement préalable, une bouteille en verre vide, probablement une bouteille d'eau minérale consommée puis jetée vola en tournoyant dans l'air surchauffé, décrivant une parabole balistique parfaite, scintillant, étincelant brièvement sous le soleil vertical impitoyable comme un projectile lumineux, et s'écrasa violemment avec un bruit cristallin sec sur un bouclier anti-émeute transparent levé, explosant en dizaines d'éclats de verre tranchants qui ricochèrent dangereusement dans toutes les directions. La réponse policière fut immédiate, automatique, brutale, disproportionnée comme programmée selon des protocoles opérationnels standards répétés lors de centaines d'exercices d'entraînement au maintien de l'ordre. Des détonations sèches, saccadées, répétées claquèrent comme des coups de fouet, comme des pétards explosant en chaîne. Des traînées blanches laiteuses, cotonneuses rayèrent le ciel bleu dur, impitoyable, sans nuages dessinant des arcs paraboliques fumants qui retomba vers la foule compacte. Les grenades lacrymogènes CS de fabrication française tombèrent en pluie métallique au milieu de la foule compacte, dense, serrée qui ne pouvait pas s'écarter, reculer, s'échapper faute d'espace libre, roulant sur le pavé chaud en sifflant furieusement, crachant intanément des panaches épais, opaques de fumée âcre, toxiques, irritantes de couleur blanc-gris qui s'élevèrent verticalement dans l'air immobile, stagnant, se mêlant à la poussière omniprésente du désert soulevée par les milliers de pieds piétinants, créant un brouillard chimique dense, asphyxiant, aveuglant qui envahissait tout l'espace, pénétrait les poumons, brûlait atrocement les yeux, les narines, la gorge. La foule massive ne recula pas stratégiquement, ne se dispersa pas en ordre comme l'espéraient naïvement les officiers commandant les forces anti-émeutes depuis leurs véhicules blindés climatisés stationnés en retrait. Elle ondula organiquement, convulsivement, prise de convulsions collectives, de spasmes incontrôlés comme un organisme géant unique frappé par une décharge électrique massive. Des cris stridents, perçants, terrifiants de panique pure, de terreur animale, de souffrance physique aiguë remplacèrent instantanément les slogans rythmés revendicatifs. Mais rien vit distinctement à travers la vitre protectrice des femmes voilées s'effondrer, tomber lourdement sur le pavé brûlant, évanouies par la chaleur extrême aggravée par les gaz toxiques, par l'asphyxie, par la déshydratation sévère, puis disparaître sous la masse compacte des corps qui continuaient d'avancer, piétinés involontairement, accidentellement par des centaines de pieds aveugles paniqués qui ne pouvaient ni voir ni s'arrêter dans la cohue apocalyptique, leurs corps fragiles écrasés, broyés par la pression mécanique colossale de milliers de tonnes de chair humaine comprimée. Elle recula instinctivement, automatiquement, horrifiée de plusieurs pas en arrière depuis la baie vitrée exposée, vulnérable qui aurait pu exploser sous l'impact d'un projectile, plaquant compulsivement sa main gauche tremblante sur la vitre froide, miraculeusement froide car protégée de l'extérieur, surchauffée par le film réfléchissant infrarouge appliqué sur toute la surface, comme pour établir un contact tactile impossible avec cette tragédie humaine qui se déroulait à quelques mètres d'elle, séparée seulement par cette barrière transparente dérisoire de 15 mm de verre laminé. Ses yeux bruns déjà irrités par la poussière ambiante des réserves souterraines pleuraient maintenant abondamment, incontrôlablement, dégoulinant de larmes salées qui traçaient des sillons humides sur ses joues poussiéreuses,
non pas principalement à cause du gaz lacrymogène CS qui commençait déjà à s'infiltrer insidieusement, pernicieusement à l'intérieur du musée malgré les joints d'étanchéité théoriques des portes automatiques coulissantes par les interstices microscopiques, par les systèmes de ventilation, par les fissures structurelles invisibles dans le béton, mais surtout de rage impuissante, douloureuse, de frustration existentielle absolue face à son incapacité totale à intervenir, à aider, à soulager cette souffrance collective massive qui se déployait sous ses yeux médusés. Le Caire millénaire, cette mégalopole tentaculaire de 22 millions d'âmes, ne brûlait pas encore littéralement dans des incendies, généralisés comme Alexandrie avait brûlé lors des émeutes du pain de 1977, comme Los Angeles avait brûlé en 1992, comme Paris avait brûlé en 2005, mais il suffoquait métaphoriquement et littéralement, s'asphyxiait collectivement, agonisait lentement dans une mort par strangulation hydrique. La civilisation égyptienne, cette construction culturelle monumentale, vieille de 5000 ans, ininterrompue depuis l'unification du royaume par le pharaon légendaire Narmerménès vers 3900 avant Jésus-Christ, ayant survécu miraculeusement aux invasions des Hyksos, des Assyriens, des Perses, des Grecs macédoniens, des Romains, des Arabes, des Mamelouks, des Ottomans, des Français, des Britanniques, cette continuité historique unique au monde ne tenait maintenant plus qu'à un fil ténu, fragile, invisible, comme une toile d'araignée qui pourrait se rompre au moindre souffle, et ce fil civilisationnel, ultime qui retenait encore le pays au bord du précipice anarchique venait manifestement, visiblement, irrémédiablement de se rompre définitivement sous leurs yeux horrifiés impuissants. L'effondrement final avait commencé, l'apocalypse n'était plus métaphorique, elle était là, maintenant devant le musée. La coïncidence Myriam s'éloigna précipitamment, chancelante de la baie vitrée panoramique massive en titubant comme une ivrogne, comme une somnambule réveillée brutalement d'un cauchemar pour découvrir que la réalité est encore pire que le rêve, chassée impitoyablement, inexorablement par les volutes toxiques, serpentines, insidieuses de gaz lacrymogène CS blanc grisâtre qui commençaient maintenant à s'infiltrer pernicieusement, sournoisement à l'intérieur du musée théoriquement hermétique par les aérations défaillantes mal entretenues, par les joints d'étanchéité vieillis, craquelés, des portes automatiques coulissantes qui ne fermaient plus parfaitement après des années d'usage intensif sans maintenance préventive adéquate, dans un pays où les budgets d'entretien sont systématiquement sacrifiés au profit des projets pharaoniques, prestigieux inaugurés en grande pompe, puis abandonnés à la déliquescence progressive par les conduits de ventilation du système de climatisation arrêté qui créaient maintenant des passages directs entre l'atmosphère extérieure contaminée toxique et les espaces intérieurs censés être protégés, provoquant des picotements atroces, insupportables en ses yeux déjà irrités, dans ses narines brûlantes, dans sa gorge contractée qui la faisait tousser convulsivement, expectorer des glaires épaisses. Elle traversa en courant maladroitement, déséquilibré le grand hall central désert, abandonné, vidé de tout personnel, de tout visiteur, résonnant maintenant d'un vide acoustique inquiétant qui amplifiait chaque son en échos multiples, fantomatiques, ses talons hauts noirs en cuir claquant bruyamment, rythmiquement, nerveusement sur le marbre blanc de Carrare poli, lustré, réfléchissant comme un miroir les colonnes néo-pharaoniques massives, les sculptures monumentales, les frises hiéroglyphiques, reconstituées qui bordaient cet espace majestueux, grandiose conçu pour intimider, impressionner les visiteurs internationaux dès leur entrée par la démesure architecturale, rappelant la puissance immortelle des pharaons bâtisseurs de pyramides. Au centre géométrique exact de l'atrium octogonal haut de 25 mètres surmonté d'une coupole en verre filtrant la lumière zénitale, l'immense écran LED géant 8K ultra haute définition de 15 mètres de large sur 8 de haut, cette installation technologique de pointe importée de Corée du Sud pour plusieurs millions de dollars, habituellement réservée exclusivement à la diffusion en boucle continue de vidéos promotionnelles spectaculaires, immersives, dramatiques mettant en valeur les trésors archéologiques inestimables de Toutankhamon, son masque funéraire en or massif incrusté de lapis-lazuli, son trône royal doré, ses chars de guerre reconstitués, ses sarcophages gigognes destinés à émouvoir, fasciner les touristes internationaux fortunés venus du monde entier photographier ces merveilles millénaires, avait maintenant brutalement, automatiquement basculé en mode urgence nationale activé à distance depuis le ministère de l'Information par les services de propagande gouvernementale, affichant le logo officiel rouge sang de la télévision d'État Ibtion Radio and Télévision d'Union pulsant hypnotiquement, le visage anormalement livide, cireux, cadavérique, visiblement terrorisé malgré ses efforts pathétiques pour maintenir une apparence de professionnalisme journalistique d'un présentateur vedette connu, populaire, reconnaissable Ahmed Moussa, cette figure familière de la télévision nationale qui commentait habituellement depuis son studio climatisé les événements politiques, avec l'arrogance satisfaite des porte-paroles du régime bénéficiant de privilèges considérables occupait maintenant tout l'espace gigantesque de l'écran, agrandi démesurément jusqu'à l'absurde, ses traits grossis révélant crûment chaque ride de stress, chaque goutte de transpiration perlant sur son front luisant, chaque tremblement nerveux de ses lèvres desséchées,
sa voix masculine grave habituellement posée, contrôlée, autoritaire maintenant tremblante, cassée, hésitante, amplifiée électroniquement par les haut-parleurs directionnels Bose haute fidélité dissimulés dans les murs résonnant lugubrement, sinistrement dans le musée complètement vide comme une voix fantomatique, entend une cathédrale abandonnée, nous confirmons officiellement à l'instant même, à 14h37 heure locale, selon le communiqué de presse urgent, qui vient d'être publié simultanément en amharique et en anglais par le bureau du Premier ministre à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, disait-il d'une voix tremblante, mal assurée, lisant manifestement un prompteur défilant, qu'il suivait avec difficulté tant ses mains tenant les feuilles de papier officielles tremblaient visiblement à l'écran, que le gouvernement éthiopien dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat controversé du prix Nobel de la paix 2019, a pris la décision unilatérale, immédiate, irrévocable d'ordonner la fermeture totale, hermétique et pour une durée indéfinie non spécifiée de toutes les vannes, de dérivation hydraulique, de tous les pertuis de vidange, de tous les systèmes d'évacuation contrôlés du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, cette infrastructure monumentale colossale de 1780 mètres de long et 14,5 mètres de haut construite sur le Nil bleu près de la frontière soudanaise, le plus grand barrage hydroélectrique jamais construit sur le continent africain dont le réservoir gigantesque peut retenir jusqu'à 74 milliards de mètres cubes d'eau. Myriam se figea instantanément, paralysée comme une statue de sel biblique, ses pieds cloués au sol marbré, incapable du moindre mouvement volontaire, son cerveau sidéré, stupéfait, abasourdi, pinant à traiter, à assimiler, à comprendre pleinement les implications catastrophiques apocalyptiques de ce qu'elle venait d'entendre, cette information terrifiante qui dépassait ses pires cauchemars anxieux. À l'écran géant qui dominait maintenant toute sa vision périphérique, une vue aérienne spectaculaire, vertigineuse prise récemment par un satellite commercial d'observation terrestre, Maxar Worldview haute résolution orbitant à 600 km d'altitude montrait en couleur saturée artificiellement le colosse Archertop, démesuré de béton armé gris-blanc barrant complètement, totalement, hermétiquement le cours majestueux du Nil bleu, cette branche orientale du fleuve sacré prenant sa source dans les hauts plateaux éthiopiens à plus de 2000 mètres d'altitude qui fournit traditionnellement 85% du débit total annuel du Nil en aval lors de la crue estivale provoquée par les pluies diluviennes de mousson sur les montagnes abyssines. En aval immédiat du barrage obstructeur du côté soudanais puis égyptien, le lit normalement large, profond, puissant du fleuve millénaire n'était maintenant plus qu'un sillon étroit, pathétique, ridicule de terre brune aride, craquelée, desséchée serpentant tristement, inutilement entre des berges exposées révélant des rochers affleurants jamais vus, des vestiges archéologiques engloutis depuis des siècles, des épaves de bateaux anciens, un paysage lunaire, martien, apocalyptique de désolation absolue. En amont du barrage par contre, du côté éthiopien, un lac artificiel gigantesque, monstrueux, démesuré, contre nature gonflé obscènement, s'étendait à perte de vue sur des centaines de kilomètres carrés engloutissant progressivement, inexorablement des vallées fertiles ancestrales, des villages entiers évacués de force, des terres agricoles productives, des forêts primaires, créant une mer intérieure nouvelle, retenant l'eau vitale en otage géopolitique, transformant la ressource naturelle partagée en arme stratégique de chantage régional. Le bandeau d'information rectangulaire rouge sang vif, agressif, pulsant au bas de l'écran panoramique, ses caractères blancs en police Arial Bolt taille 72 défilant en boucle continue de droite à gauche, fit brutalement battre douloureusement les tempes pulsantes de Myriam dans un rythme cardiaque accéléré, paniqué, flash urgente Moscou déploie officiellement des systèmes de défense anti-aérienne S-500 Prométhée de dernière génération sur le site stratégique du barrage de la Renaissance, pour sécuriser les infrastructures énergétiques critiques des nations alliées contre toute agression occidentale, selon communiqué du ministère russe de la Défense, rayon d'interdiction aérienne de 400 km déclaré, toute violation sera considérée comme acte de guerre. Elle baissa instinctivement, mécaniquement les yeux brûlants, larmoyant vers le papyrus copte ancien qu'elle serrait encore, convulsivement, frénétiquement dans sa main droite gantée de coton blanc, maintenant souillée de poussière grisâtre, de traces de transpiration salée, comme si ce document fragile millénaire constituait la seule chose tangible, réelle, stable dans un monde qui basculait dans la folie géopolitique totale. La phrase énigmatique en copte ancien rédigée, il y a 17 siècles par un moine visionnaire anonyme terré dans son monastère isolé du Wadi Natroun, sembla littéralement s'illuminer, briller, pulser lumineusement sous ses yeux fatigués, comme si les caractères grecs tracés à l'encre ferrique noire délavée sur les fibres végétales brunies étaient soudainement gravés au phosphore incandescent, et le lit asséché du fleuve millénaire deviendra la route pavée, l'autoroute militaire pour les rois conquérants du Nord, les pièces disparates, fragmentaires du puzzle géopolitique monstrueux, s'assemblaient maintenant devant ses yeux horrifiés avec une précision mathématique terrifiante, inexorable, implacable comme les rouages d'une machine infernale conçue par un démiurge malveillant. La Russie de Poutine et de ses stratèges du GRU ne cherchait pas seulement cruellement,
cyniquement a assoiffé collectivement l'Égypte et ses 110 millions d'habitants pour provoquer un effondrement social, une déstabilisation politique, un chaos généralisé favorable à une intervention militaire humanitaire ultérieure. Non. C'était infiniment plus sophistiqué, plus machiavélique, plus brillamment diabolique dans sa conception stratégique multiniveau. Elle transformait méthodiquement, délibérément le Nil sacré, ce fleuve mythique large de plusieurs centaines de mètres, profond de 10 à 20 mètres selon les sections qui avaient constitué depuis 5 millénaires la barrière défensive naturelle majeure, l'obstacle géographique infranchissable protégeant l'Égypte des invasions terrestres venues de l'ouest libyen désertique, en une chaussée stratégique praticable, carrossable pour ses divisions blindées lourdes équipées de chars d'assaut T-14 Armata de 55 tonnes, de véhicules de combat d'infanterie BMP TT Terminator, de systèmes d'artillerie automoteur, de camions logistiques Ural transportant carburant, munitions, vivres, une autoroute militaire naturelle sèche, dure, compactée menant directement, inexorablement sans détour au cœur géographique stratégique du Caire concentrant 20% de la population nationale, protégée efficacement contre toute tentative de bombardement aérien préventif par le chantage insoutenable de l'eau retenue en otage éthiopien que la Russie pourrait libérer instantanément en ouvrant les vannes provoquant une crue artificielle catastrophique, un tsunami fluvial dévastateur qui noierait les armées égyptiennes positionnées dans le lit asséché, emporterait les ponts, inonderait les villes riveraines, tuant des centaines de milliers de civils. Mais rien s'appuya lourdement, désespérément contre une colonne néo-pharaonique massive en granit rose d'Assouan de 3 mètres de diamètre sculptée de hiéroglyphes monumentaux pour ne pas s'effondrer complètement, tomber pathétiquement sur le marbre froid, ses jambes tremblantes, flageolantes, ne la soutenant plus, son système vestibulaire perturbé par le choc psychologique provoquant des vertiges, des nausées. Ce n'était manifestement, évidemment pas une guerre conventionnelle pour l'eau comme les experts géopolitiques occidentaux naïfs, myopes l'analysaient superficiellement depuis des années dans leurs think tanks confortables climatisés de Washington, Londres, Paris en prédisant doctement des conflits hydriques régionaux limités, gérables par la diplomatie multilatérale onusienne. L'eau n'était pas l'enjeu territorial disputé, l'objectif stratégique final convoité comme le pétrole du Golfe Persique ou les terres rares africaines. L'eau était l'arme géophysique elle-même, l'instrument de guerre non conventionnel, la technologie de domination environnementale, permettant de remodeler littéralement le terrain géographique pour faciliter les opérations militaires conventionnelles ultérieures. Et le coup de grâce stratégique fatal, définitif, irréversible venait manifestement d'être porté simultanément, coordonné sur 2 fronts, le barrage éthiopien fermé hermétiquement asséchant l'Égypte, les batteries S-500 russes interdisant toute frappe aérienne préventive sur le dit barrage. L'Égypte était échec et mat, le pharaon était tombé. La partie était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Le miroir du quotidien, Ahmed Giza profil, Ahmed Mahmoud Hassan, Dick 9 ans tout juste révolu depuis son anniversaire du mois dernier passé inaperçu, sans gâteau, sans cadeau, sans célébration familiale joyeuse, dans l'appartement exigu surpeuplé du quartier populaire dense de Nazlé El Semen accolé directement au plateau de Gizeh où s'entassent dans une promiscuité étouffante, insalubre 8 personnes, sa mère veuve épuisée prématurément vieillie, ses 4 frères et surcadets affamés, sa grand-mère invalide alitée, lui-même dans 3 pièces minuscules sans eau courante fiable, sans climatisation, aux murs lépreux suintant l'humidité malsaine. Vendeur ambulant à la sauvette illégale non déclarée, non autorisée, constamment harcelé par la police touristique corrompue exigeant des backchitch hebdomadaires pour fermer les yeux sur le plateau touristique de Gizeh où il écume quotidiennement depuis 4 ans les abords immédiats des 3 grandes pyramides pharaoniques, du Sphinx énigmatique, du musée Satellite, proposant inlassablement aux rares touristes étrangers encore présents malgré la crise des pacotilles, Made in China réplique miniature de pyramides en résine dorée, statuettes d'Anubis en plastique noir, papyrus imprimés industriellement avec des hiéroglyphes fantaisistes, scarabées porte-bonheur en faïence bleue, foulard synthétique au motif pharaonique criard, carte postale jaunie invendue depuis des années. Il a brutalement définitivement arrêté l'école publique gratuite obligatoire en classe de 3e secondaire à 15 ans sans obtenir son certificat d'études, sacrifiant volontairement son avenir éducatif, ses rêves adolescents vagues de devenir peut-être ingénieur, médecin, avocat comme les garçons des quartiers riches de Zamalek, qu'il voyait dans les séries télévisées pour nourrir concrètement, immédiatement sa famille affamée après la mort tragique, brutale, absurde de son père adoré, Mohamed Hassan, chauffeur de taxi usé par 40 années de travail acharné 16 heures quotidiennes 7 jours sur 7, emporté à 52 ans par une crise cardiaque foudroyante au volant de sa vieille Peugeot 50-104 déglinguée dans les embouteillages monstrueux du centre-ville, laissant la famille sans revenus, sans assurance vie, sans protection sociale dans un pays où l'État-providence n'existe que sur le papier constitutionnel. La scène, à l'ombre maigre, étroite, insuffisante, étriquée d'un autobus touristique climatisé abandonné depuis des semaines, stationné anarchiquement sur le parking poussiéreux désert du complexe archéologique,
Ce véhicule Mercedes bleu et blanc aux vitres teintées appartenant à l'agence Pyramid Tour qui ne fonctionne plus faute de clients internationaux ayant fui massivement l'Égypte dès les premières alertes canicules, les premières émeutes de la soif diffusées en boucle sur CNN International et BBC World effrayant les tours opérateurs européens frileux, Ahmed s'activait méthodiquement, nerveusement avec la précision minutieuse, l'efficacité économe d'un artisan consciencieux mais fondamentalement malhonnête, d'un faussaire appliqué perfectionnant son crime par nécessité économique vitale plutôt que par inclination morale naturelle, jetant constamment des regards inquiets, paranoïaques à gauche et à droite pour vérifier qu'aucun policier zélé, qu'aucun concurrent jaloux, qu'aucun client potentiellement violent ne l'observait dans cette opération illégale risquée. Il sortit précautionneusement de son sac à dos usé en toile, synthétique noir déchiré aux coutures, rapiécé avec du ruban adhésif argenté, une vingtaine exactement, il les avait comptés méticuleusement 2 fois 2 bouteilles transparentes en plastique peteux d'eau minérale de différentes marques commerciales populaires Baraka, Nestlé Pure Life, Hayat, Dasani complètement vides, vidées, asséchées, aplaties, ramassées consciencieusement, collectées systématiquement hier soir après le coucher du soleil dans les énormes bennes à ordures débordantes, nauséabondes des grands hôtels internationaux 5 étoiles de la rue des Pyramides Marriott, Mena House, le Méridien Pyramide Steigenberger où les touristes fortunés occidentaux, japonais, chinois gaspillaient, jetaient négligemment des dizaines de bouteilles à moitié pleines sans réaliser la valeur devenue inestimable de cette ressource vitale, ces bouteilles qu'Ahmed avait soigneusement lavées, rincées, séchées durant la nuit dans son appartement clandestin transformé en atelier de contrefaçon artisanale. Il se dirigea discrètement, furtivement en rasant les murs, en évitant les zones ouvertes exposées vers un robinet public municipal en laiton oxydé vert de gris, destiné théoriquement à l'arrosage automatique nocturne des palmiers ornementaux, des pelouses entretenues, des massifs floraux du complexe touristique palmier dattier centenaire majestueux, qui étaient maintenant désormais tragiquement, pathétiquement des squelettes végétaux bruns de séchés, morts debout, leurs palmes jadis luxuriantes vertes pendantes flétries racornies, tombantes comme des cheveux de cadavres, leurs troncs fendillés, craquelés par la déshydratation extrême, privés depuis des semaines de l'irrigation régulière, un type sans pâle dans ce climat désertique hyperaride, recevant moins de 25 mm de précipitations annuelles. Le robinet municipal ne coulait pas normalement, abondamment, généreusement comme autrefois, il pleurait littéralement, lamentablement, pathétiquement. Goutte après goutte lente, régulière, exaspérante, interminable, une eau légèrement tiède à température ambiante d'environ 30 degrés, légèrement trouble, blanchâtre, chargée de particules calcaires en suspension, de sédiments argileux, probablement contaminés par des bactéries coliformes fécales, potentiellement porteuses d'agents pathogènes provoquant des diarrhées sanglantes, des crampes abdominales, des fièvres typhoïdes, mais c'était tout ce qui restait disponible gratuitement accessible, sans payer les prix prohibitifs exorbitants du marché noir spéculatif, remplissait avec une lenteur désespérante, frustrante les bouteilles transparentes posées verticalement sous le bec métallique goûtant, nécessitantes 15 à 20 minutes interminables. Angoissante pour remplir complètement chaque contenant d'1,5 litre jusqu'au niveau réglementaire marqué sur le plastique moulé. Ahmed revissa ensuite scrupuleusement, méticuleusement, professionnellement les bouchons bleus, verts, blancs en polypropylène sur chaque bouteille remplie, s'assurant consciencieusement avec une attention maniaque obsessionnelle que le clic caractéristique, reconnaissable de sécurité inviolable, ce petit claquement sec rassurant que les consommateurs conditionnés écoutent instinctivement avant d'acheter pour vérifier que le produit n'a pas été ouvert, altéré, contaminé, semblait parfaitement intact, authentique, légitime à l'oreille exercée, que l'anneau de garantie en plastique perforé entourant le col de la bouteille sous le bouchon n'était pas manifestement brisé, déchiré, manipulé même s'il l'avait évidemment été puisqu'il avait lui-même rouvert ses bouteilles récupérées vides pour les remplir frauduleusement avec de l'eau municipale non potable, non traitée, non certifiée plutôt qu'avec de l'eau minérale naturelle purifiée, industriellement comme l'affirmaient mensongèrement les étiquettes commerciales colorées collées sur le plastique transparent. Il s'essuya machinalement le front luisant, dégoulinant, ruisselant de transpiration salée abondante, avec le dos crasseux de sa main droite calieuse, noirci de crasse incrustée. Il n'y avait manifestement, visiblement personne d'autre dans les environs immédiats à cette heure caniculaire de l'après-midi, où même les chiens errants, les chats sauvages, cherchaient désespérément l'ombre rare, où les lézards du désert s'enfouissaient sous le sable brûlant. Les 3 pyramides monumentales, colossales, éternelles de Khéops, la grande pyramide haute de 146 mètres construite vers 2560 avant Jésus-Christ, Képhren 143 mètres, légèrement plus petite mais semblant plus haute car édifiée sur un terrain surélevé, et Mykérinos, la plus modeste avec ses 65 mètres, se dressait majestueusement, impassiblement, indifféremment dans un silence absolu, total, sépulcral, mortuaire, inquiétant qui contrastait violemment avec l'animation touristique frénétique habituelle, privés tragiquement de leur cour grouillante, bruyante, colorée habituelle de dizaines de chameaux blatérants ornés de harnachements multicolores proposés pour des promenades photographiques payantes, de centaines de guides touristiques polyglottes harcèlant agressivement les visiteurs hésitants,
de vendeurs ambulants insistants proposant leur pacotille, de photographes opportunistes mitraillant les groupes organisés, de policiers touristiques, surveillants, de gardiens uniformés contrôlant les billets d'entrée, de cette humanité grouillante parasitaire vivant économiquement de l'exploitation commerciale intensive de ces monuments funéraires millénaires. Soudain, brutalement, sans avertissement sonore préalable, dans le silence oppressant du désert surchauffé, un véhicule 4x4 luxueux massif aux vitres latérales et arrière complètement teinté noir opaque empêchant de voir l'intérieur, probablement un Toyota Land Cruiser récent ou un Mercedes Classe G blindé climatisé puissamment motorisé roulant manifestement très au-dessus des limitations de vitesse réglementaires, s'arrêta brusquement, violemment, dans un crissement strident de freins à disque surchauffés, dans un nuage épais, dense de sable fin, de poussière ocre soulevée par les pneus tout-terrain surdimensionnés, se garant à moins de 10 mètres d'Ahmed pétrifié, paralysé par la surprise et une peur viscérale instinctive. La chute, un homme imposant, grand, massif, athlétique en sortit autoritairement, assurément du véhicule blindé dont la portière conducteur s'ouvrit automatiquement avec un sifflement pneumatique sophistiqué. Grand, facilement 1m90, peut-être même 2 mètres, dépassant Ahmed d'au moins 25 cm, le dominant physiquement, psychologiquement par sa stature intimidante, sa présence envahissante. Blond platine aux cheveux courts coupés en brosse militaire réglementaire, la peau anormalement pâle, blanche, rose pour quelqu'un séjournant sous le soleil égyptien impitoyable, comme s'il passait tout son temps dans des intérieurs climatisés hermétiques, portant des lunettes de soleil aviateur de marque reconnaissable, probablement Ray-Ban, ou Oakley au vert et réfléchissant miroir dissimulant complètement ses yeux, et un polo moulant, ajusté en coton peigné de qualité supérieure couleur bleu marine de marque Lacoste ou Ralph Lauren, révélant une musculature développée travaillée régulièrement en salle de musculation, des épaules larges, des biceps gonflés, un torse bombé, une silhouette athlétique militaire d'homme entraîné physiquement intensivement. Un Russe manifestement, évidemment, indubitablement. Pas un touriste ordinaire curieux, naïf, photographiant compulsivement les pyramides sous tous les angles avec son appareil, réflexe ou son smartphone dernier cri, portant un bob ridicule, des sandales orthopédiques, un sac banane ventral contenant passeport et devise, consultant nerveusement son guide Lonely Planet annoté. Non, il avait cette démarche particulière, reconnaissable, assurée, dominatrice, propriétaire de ceux qui possèdent psychologiquement le terrain qu'ils foulent, qui considèrent l'espace comme leur territoire conquis, qui ne demandent jamais la permission, qui prennent ce qu'ils veulent sans négocier, cette arrogance corporelle caractéristique des militaires d'élite, des agents de renseignement, des mercenaires privés opérant en zone de guerre, avec l'immunité de l'impunité garantie. Voda, demanda-t-il abruptement, sèchement en russe, avec un fort accent slave guttural caractéristique, en pointant autoritairement, impérieusement du doigt l'index tendu, le sac à dos noir usé posé au pied d'Ahmed, contenant les bouteilles frauduleuses remplies d'eau municipale contaminée. De l'eau, Ahmed, la gorge instantanément nouée, contractée, serrée par l'angoisse primitive, viscérale, la peur animale instinctive face à ce prédateur humain étranger, leva maladroitement, tremblotante, 5 doigts écartés de sa main droite cailleuse, puis forma ensuite avec cette même main un zéro en joignant le pouce et l'index en cercle dans ce geste international signifiant le chiffre 0 quand ajouté après un nombre. 50 livres égyptiennes, articula-t-il difficilement en arabe dialectal, kérote d'une voix rauque, éraillée par la déshydratation chronique, espérant que l'étranger comprendrait les chiffres universels même sans parler la langue locale. La bouteille individuelle, c'était objectivement, scandaleusement 10 fois, 1000% le prix normal habituel pré-crise des bouteilles d'eau minérale vendues légalement dans les supermarchés, les épiceries, les kiosques qui coûtaient normalement 5 livres maximum pour 1,5 litre de marque standard. C'était du vol caractérisé, de l'arnaque éhontée, de l'exploitation cynique de la détresse humaine, de la spéculation immorale profitant criminellement de la pénurie vitale pour extorquer des prix usuraires à des victimes désespérées. Ahmed le savait parfaitement, en avait parfaitement conscience, ressentait une honte cuisante, brûlante qui lui tordait l'estomac vide, mais la faim dévorante de ses frères et surcadets qui n'avaient rien mangé depuis 2 jours, les gémissements plaintifs nocturnes de sa grand-mère malade réclamant de l'eau potable, les larmes silencieuses impuissantes de sa mère épuisée étaient plus fortes, plus impératives que toute considération éthique abstraite, que tout scrupule moral philosophique. Le Russe impressionnant n'eut même pas un clignement de cils perceptible derrière ses lunettes opaques réfléchissantes, pas une hésitation microseconde, pas un mouvement de recul scandalisé, pas une tentative de négociation marchande habituelle dans les cultures orientales, où tout prix annoncé est considéré comme un point de départ exagéré dans un ballet rituel du donnant-donnant. Il eut simplement un sourire en coin sardonique, asymétrique, narquois qui étira légèrement le côté droit de ses lèvres minces, pâles, un rictus énigmatique méprisant exprimant simultanément un mélange troublant, dérangeant de mépris profond, viscéral pour ce petit vendeur misérable exploitant pathétiquement sa propre détresse, et d'amusement cynique, distant devant l'ironie cosmique de la situation où un adolescent affamé essayait d'escroquer un représentant de la puissance étrangère qui orchestrait précisément, délibérément cette pénurie catastrophique,
permettant ses profits spéculatifs obscènes. Il sortit sans précipitation aucune, avec une nonchalance calculée provocatrice une liasse épaisse, volumineuse de billets neufs encore criants, craquant de banque fraîchement imprimés de sa poche avant droite de son pantalon cargo kaki de marque militaire tactique à nombreuses poches zippées, des coupures de 100 livres égyptiennes à l'effigie du pharaon Ramsès II et de la mosquée du sultan Hassan imprimée récemment sur papier-monnaie sécurisé avec hologramme, filigranes, bandes métalliques anti-contrefaçon, jeta négligemment, dédaigneusement, insultamment l'argent liquide comptant par terre directement aux pieds nus crasseux, écorché d'Ahmed dans la poussière grise accumulée, dans le sable fin comme on jette des miettes de pain à un chien mendiant, à un mendiant répugnant, à une créature inférieure indigne du contact humain direct main à main, et s'empara autoritairement, possessivement de tout le sac à dos contenant les 20 bouteilles frauduleuses, sans prononcer un seul mot supplémentaire, sans remercier, sans saluer, tournant immédiatement le dos avec mépris, remontant dans son 4x4 climatisé, dont le moteur diesel V8, toujours au ralenti consommant inutilement, gaspillant du carburant précieux importé. Ahmed se baissa instinctivement, automatiquement, humilié pour ramasser précipitamment, frénétiquement les billets éparpillés dans la poussière brune souillée avant qu'un coup de vent ne les emporte, avant qu'un passant opportuniste ne les vole, ses doigts tremblants comptant rapidement, fébrilement la somme inespérée, incroyable. 1000 livres égyptiennes exactement. Il avait effectivement gagné en une minute miraculeuse surréaliste ce qu'il gagnait péniblement, laborieusement en un mois entier complet de travail harassant quotidien du lever au coucher du soleil à harceler les touristes rares, à négocier âprement chaque transaction minuscule pour quelques livres de profit dérisoire. Mais en se relevant lentement, péniblement ses genoux protestant contre l'effort de se redresser sous le soleil, écrasant, il se sentit subitement sale, souillé, contaminé, corrompu jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle, jusqu'à l'âme immortelle, si elle existait vraiment comme l'enseignaient les imams à la mosquée du quartier durant les prières du vendredi, auxquelles il n'assistait plus régulièrement faute de temps, faute de foi résiduelle devant l'injustice cosmique. Il tourna machinalement, instinctivement son regard fatigué, désabusé vers l'est, vers le sphinx monumental, énigmatique, ce gardien mythique éternel hybride mi-homme, million long de 73 mètres sculpté dans le calcaire naturel du plateau, il y a 46 siècles, sous la 4e dynastie pharaonique, cette créature fabuleuse censée protéger magiquement le site sacré contre les profanateurs, les pilleurs, les envahisseurs étrangers depuis l'éternité des temps dynastiques, sous la lumière verticale, crue, impitoyable, aveuglante de l'après-midi caniculaire qui accentuait cruellement, brutalement chaque défaut, chaque fissure, chaque dégradation du calcaire millénaire fragile, tendre rongé inexorablement par l'érosion éolienne, par les pluies acides rares, par la pollution atmosphérique moderne, par les fluctuations thermiques extrêmes dilatant et contractant la pierre, l'érosion géologique naturelle profonde, avancée autour des yeux énormes, disproportionnés de la statue colossale creusait des sillons verticaux, des rigoles parallèles descendantes, des rainures profondes créant une illusion d'optique troublante, dérangeante, terrifiante pour qui regardait attentivement, longuement le visage léonin anthropomorphe gravement endommagé. Le sphinx ancestral ne pleurait manifestement pas de l'eau liquide, cristalline comme les fontaines baroques romaines, comme les statues miraculeuses des sanctuaires catholiques napolitains qui saignent ou pleurent selon les légendes populaires pieuses. Il pleurait symboliquement de la poussière minérale ocre, de la pierre calcaire désagrégée en particules fines emportées par les vents desséchants, comme s'il savait prophétiquement, oraculairement dans sa sagesse millénaire minérale que le temps des hommes, que l'ère anthropocène, que la civilisation humaine fragile édifiée laborieusement durant 10 000 ans depuis la révolution néolithique agricole touchait inexorablement, inévitablement à sa fin